Bonjour à tous, c'est VDV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la détection des faux dossiers de candidats donc, qui seraient intéressés pour louer un de vos biens. S'il est vrai qu'il est très important de se former pour connaître les différents modes d'exploitation, la fiscalité, les différentes stratégies que vous allez pouvoir adopter, d'ailleurs on en parle évidemment sur cette chaîne dans différentes formations, il n'en demeure pas moins très important de maîtriser également les aspects de votre gestion locative. Gestion locative que vous allez pouvoir bien évidemment déléguer, moyennant évidemment des frais, mais gestion locative que vous allez pouvoir également effectuer vous-même. Et lorsque vous effectuez vous-même cette gestion locative, il y a une multitude d'erreurs à éviter pour justement que votre vie de bailleur se passe le mieux possible. C'est pour cela qu'il est également important d'être formé en tant que bailleur et non pas seulement en tant qu'investisseur. Et c'est à ce titre que je vais vous parler d'un guide, d'un livre que vous pourrez d'ailleurs télécharger gratuitement, et je vous mettrai le lien en description, qui va justement vous accompagner dans votre vie de bailleur. Ce guide, alors il est produit par donc Monsieur Hugo, qui est un assistant personnel en gestion locative. Et on va donc s'appuyer grandement tout au long de cette vidéo sur justement le contenu de ce guide. On a bien évidemment l'autorisation de Monsieur Hugo pour vous transmettre donc toutes les stratégies, tous les conseils, toutes les astuces pour justement vous aider à détecter les dossiers falsifiés de locataires. Voilà, je vous laisse découvrir le sommaire et tous les points qui vont être évoqués pendant cette vidéo. Alors déjà en préambule, il est intéressant de se demander mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de faux dossiers? Alors vous le savez probablement, le marché locatif en France, en tout cas dans la majorité des territoires, la majorité des villes recherchées, il est de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'il est bien évidemment tendu, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Et de la même façon, nous en tant que bailleurs, on a des exigences qui sont de plus en plus élevées envers les dossiers de nos locataires, de nos candidats à la location. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la plus grande crainte d'un bailleur, c'est de faire face à un locataire qui ne sera pas en mesure de pouvoir vous payer votre loyer. Et donc, devant cette peur, cette inquiétude de faire face à un impayé, naturellement, ça va être pour le bailleur la chasse aux meilleurs dossiers. Et par conséquent, beaucoup de candidats à la location vont se sentir obligés de rendre leur dossier le plus attractif possible pour un bailleur, quitte parfois donc à utiliser des stratégies de falsification qui sont bien évidemment illégales. Et j'ajoute que comme beaucoup de bailleurs font appel à des organismes de garantie de loyer impayé, et que ces organismes d'assurance loyer impayé exigent entre 2,5 et 3 fois le montant du loyer en salaire en revenu, bien souvent, des locataires qui sont à quelques dizaines, centaines d'euros près, pour pouvoir être éligibles auprès de l'assurance et donc auprès du bailleur, n'hésitent pas à falsifier leurs documents, leurs bulletins de salaire, etc. Et comme vous pouvez le voir donc, sur les images, on recense environ un jeune sur 4 qui a déjà triché pour décrocher un logement, puisque ils se sentent contraints de devoir tricher, de devoir mentir, falsifier pour pouvoir avoir le droit de se loger. Et comme vous pouvez le voir également, il existe carrément des sites internet qui vous proposent de falsifier, de fabriquer des faux bulletins de salaire. Donc bien qu'en tant que bailleur, on ait parfois à faire preuve de psychologie, je vous encourage vivement à être dépourvu de toute émotion, de tout sentiment, dès lors qu'il s'agisse de vos investissements. La plupart des investisseurs s'endettent, prennent un crédit pour pouvoir acheter un bien et le mettre en location. Donc vous ne pourrez malheureusement pas faire preuve de sentiment envers des personnes qui auraient des difficultés à se loger. Malheureusement, ce n'est pas votre rôle quand vous êtes investisseur. Même si on peut admettre que toutes les personnes qui vont falsifier un dossier ne seront pas des mauvais payeurs, ne prenez pas le risque. Et il faut quand même aussi admettre que la plupart des personnes qui falsifient un dossier, c'est dans un but plutôt malveillant et notamment le but de ne pas vous payer ensuite votre loyer chaque mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon le site pap.fr, seulement 54% des bailleurs procèdent à des vérifications.
Et ces vérifications, elles sont pourtant primordiales dans le sens où c'est grâce à ces vérifications que vous allez pouvoir débuter une relation de confiance avec votre locataire. Et on l'a dit, le contrôle du dossier donc en amont de la signature d'un bail va vous permettre également de limiter le risque d'impayé, bien que, ça peut arriver, vous pouvez également avoir un dossier qui est tout à fait authentique, mais avoir un locataire qui ne vous verse pas le loyer. Mais alors, ceux qui s'offrent les services d'une GLI, donc d'une garantie loyer impayé, vont probablement se dire « Ok, VDV, très bien, mais moi je prends une GLI, donc quel est l'intérêt pour moi? Si j'ai un dossier qui est falsifié, de toute façon, je serai quand même payé. » Eh bien justement, soyez prudents avec ça parce qu'en cas d'impayé de loyer, il faut savoir qu'il y a certaines compagnies qui vont rechercher attentivement des failles, non pas dans le dossier du locataire, mais dans votre dossier à vous, pour justement ne pas engager leur garantie. Globalement, ce qui se pratique, c'est que si le dossier il est vraiment falsifié de manière indétectable, là, bien évidemment, ça ne remettra pas en cause la garantie. En revanche, si le dossier il est vraiment grossièrement falsifié, eh bien, il faut savoir que certaines assurances pourront refuser d'indemniser le bailleur. Il faut savoir qu'il y a des assurances donc, de loyer impayé qui vont, lorsque vous allez leur envoyer le dossier de vos locataires, ils vont vérifier les données, c'est-à-dire les chiffres, pour savoir si c'est éligible ou non, mais pas l'authenticité des documents. L'authenticité, elle est parfois vérifiée seulement en cas de sinistre, si je puis dire, et notamment donc, de loyer impayé. Donc soyez vigilants avec ça, même si vous optez pour une GLI, je vous invite fortement à vérifier en amont l'authenticité des documents qui vous seront remis. Pour rappel, si vous êtes victime de loyer impayé et que vous souhaitez donc effectuer une procédure d'expulsion, eh bien celle-ci a un coût qui, comme nous l'indique Monsieur Hugo, avoisine environ la somme de 3 230 €. Donc ça vaut bien le coup de procéder à des vérifications en amont de signature. Alors, lorsque vous êtes bailleur, donc, il y a une liste de pièces, de documents que vous allez pouvoir demander à un candidat pour constituer ce qu'on appelle donc un dossier. Et cette liste de documents, elle est fixée par un décret. C'est le décret numéro 2015-1437 du 5 novembre 2015 et qui donc encadre la liste de documents, de pièces que vous êtes en mesure de demander à un candidat. Donc, Monsieur Hugo, dans son guide, a résumé, a récapitulé, on va dire, les documents que vous pouvez demander selon l'activité du candidat, qu'il soit donc salarié ou qu'il soit artisan, indépendant ou encore profession libérale. Et donc, concrètement, on va demander des pièces pour justifier de l'identité du locataire et des pièces pour justifier de la solvabilité d'un locataire. Et donc, vous l'avez compris, il y a des pièces qui ne peuvent pas être demandées par un bailleur à un candidat, notamment ce qui concerne les documents bancaires. Autrement dit, vous n'allez pas pouvoir demander de relevé de compte bancaire, de RIB, ou encore imposer une autorisation de prélèvement automatique sur le compte bancaire du locataire. Et de la même façon, vous ne pouvez pas demander de documents qui sont relatifs à la vie privée d'un candidat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander, alors par exemple, la carte d'assuré social, mais vous n'allez pas pouvoir non plus demander un extrait de casier judiciaire, un contrat de mariage, un jugement de divorce ou encore un dossier médical. Si vous le faites, vous allez vous exposer à des risques, notamment à des poursuites judiciaires et des amendes qui pourront atteindre le montant de 3 000 €. Voilà, maintenant on va rentrer dans la partie technique de détection donc des faux documents. Et on va commencer par les moyens utilisés pour vérifier l'authenticité d'une carte d'identité. Donc dans le guide de Monsieur Hugo, on évoque 3 étapes pour vérifier une carte d'identité. La première étape consiste tout simplement à vérifier la date d'expiration de la carte d'identité. La deuxième étape, en fait, c'est une astuce que je trouve particulièrement pertinente et intéressante. Astuce qui va vous permettre de vérifier en quelques secondes qu'une carte d'identité n'a pas été modifiée. En fait, il y a une police de caractère qui a été développée exclusivement pour les papiers d'identité. Et c'est l'utilisation de cette police qui va d'ailleurs rendre quasiment infalsifiables les cartes nationales d'identité. En fait, vous pouvez voir que les voyelles qui sont utilisées
eh bien, elles ont au milieu en fait de leur routeur un point. Et comme vous pouvez le voir sur les deux cartes d'identité, celle de gauche, la police de caractère, eh bien, elle est toujours spécifique, donc le document ne semble pas falsifié. En revanche, à droite, la carte nationale d'identité de Benoît, eh bien, elle a une police qui est anormale et qui n'est pas spécifique, ce qui, bien évidemment, rend cette carte tout à fait falsifiée. Et enfin, la troisième étape pour vérifier une carte d'identité, c'est de vérifier ce qu'on appelle la bande MRZ, ça s'appelle également la bande ZLA. C'est une bande qui est composée de deux lignes et qui va contenir en fait les informations du document. Donc ça va contenir le nom, le prénom, le numéro document, la date de naissance ainsi que les clés de sécurité qui sont déterminées par un algorithme. Donc cette bande MRZ va vous permettre bien de vérifier la cohérence entre les informations qui sont sur la carte et sur cette bande. Maintenant, le candidat à l'allocation, il peut également vous remettre un passeport. Donc il faut savoir comment détecter un faux passeport. Et dans ce cas, eh bien, sachez qu'il existe des applications mobiles ou encore des sites internet qui vous permettent justement de faire analyser votre document et notamment la bande ZLA afin de vous assurer que le passeport est authentique. Voyons maintenant comment vérifier un justificatif de domicile et plus précisément une quittance de loyer. Comme nous le précise Monsieur Hugo dans son guide, il est effectivement important de vérifier la cohérence entre l'adresse qui est portée sur la quittance de loyer et les informations qui seraient portées sur les réseaux sociaux et notamment sur un réseau social comme par exemple LinkedIn qui est un réseau professionnel et dont on peut penser que les informations sont mises à jour régulièrement, notamment les informations qui sont liées à la localisation de la personne. Si vous avez des doutes, rien ne vous empêche d'aller consulter les profils Facebook ou Instagram. C'est vrai que ça regorge d'informations et quand les profils sont ouverts, eh bien, ça nous donne vraiment une vitrine de la vie du candidat et vous allez pouvoir rapidement identifier où cette personne vit. Si toutefois le futur locataire, eh bien, il est hébergé chez quelqu'un, donc ça peut être ses parents à titre gratuit, eh bien, à ce moment-là, il faudra demander à la personne qui l'héberge eh bien, sa pièce d'identité. Donc il faudra également vérifier l'authenticité et l'adresse, ainsi qu'une attestation sur l'honneur stipulant qu'il a bien hébergé votre candidat. On n'oubliera pas évidemment de demander un justificatif de domicile de l'hébergeur. Voilà, voyons maintenant comment vérifier un contrat de travail. Comme le précise très justement Monsieur Hugo dans son guide, lorsque vous avez un candidat qui est salarié de l'entreprise, première étape, évidemment, vérifier l'existence de cette entreprise. Pour cela, différents outils, mais vous avez notamment le site société.com qui va vous permettre de vérifier donc l'existence de la société. Si toutefois le candidat ressort comme étant également mandataire de la société, eh bien ça veut dire, comme le dit justement M. Hugo dans son guide, qu'il va pouvoir contrôler et sa rémunération et les éventuels bulletins de salaire qu'il va vous transmettre. Donc dans ce cas, il sera important de fonder la solvabilité d'un dossier, non pas sur les bulletins de salaire, mais plutôt sur l'avis d'imposition. Alors voyons maintenant comment vérifier un bulletin de salaire. Il faut savoir que le bulletin de salaire, c'est le document qui est le plus souvent falsifié parce que c'est le plus facile à falsifier. Par conséquent, on va être encore plus attentif lorsqu'on va contrôler ce document et notamment en utilisant différents points de vérification qui sont donc proposés, indiqués dans le guide de M. Hugo et qui vont vous permettre à coup sûr de détecter un faux bulletin de salaire. Le premier, et c'est une erreur qui est récurrente chez les falsificateurs, ça consiste en fait à vérifier ce qu'on appelle le net fiscal cumulé. Lorsque vous allez demander donc, les bulletins de salaire, vous allez en avoir plusieurs et qui seront consécutifs. Et en fait, cette vérification, elle consiste à vérifier que eh bien, le net fiscal cumulé, eh bien, il résulte bien de l'addition du net fiscal du mois précédent, additionné donc au salaire du mois actuel.
Si d'un mois à l'autre, les cumuls ne correspondent pas parfaitement, eh bien cela est un indicateur fort d'une probable falsification. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les fiches de paie, les bulletins de salaire sont faits par des logiciels de paie et donc il n'y a quasiment jamais d'erreur, notamment sur ces points-là. Deuxième étape, eh bien, c'est tout simplement de contrôler le revenu brut. Vous allez multiplier par 12 le revenu brut mensuel qui figure sur le bulletin de salaire et vous allez vérifier qu'il corresponde au revenu brut annuel qui est précisé dans le contrat de travail. Bien évidemment, il faudra également prendre en considération eh bien, une éventuelle revalorisation si le contrat il est ancien ou si le paiement s'exerce sur 13 mois ou encore s'il existe des primes. Troisième étape, et c'est d'ailleurs un élément qui est souvent oublié ou méconnu des faussaires, c'est en fait la vérification de la concordance entre le revenu net et le revenu brut. En fait, lorsque vous allez vérifier que le salaire net n'a pas été modifié sur le bulletin de salaire, eh bien, vous allez pouvoir le recalculer tout simplement en fonction du statut du candidat. Vous avez à l'image donc un tableau de synthèse du guide de M. Hugo qui vous indique en fait que selon le statut du candidat, eh bien, le rapport entre le salaire net et le salaire brut, eh bien, il évolue. Par exemple, pour un fonctionnaire, le quotient entre le salaire net et le salaire brut, il va être de 0,85. En revanche, pour un salarié qui serait cadre, eh bien là, ce quotient serait de 0,78. Quatrième étape, et ça fonctionne notamment pour les salariés qui ont un salaire plus ou moins fixe, eh bien vous allez multiplier ce salaire net mensuel par 12 et ce résultat devra correspondre à peu près au revenu imposable qui sera déclaré sur la feuille d'impôt. Cinquième étape, eh c'est le contrôle de la date d'entrée. En fait, vous allez contrôler que la date d'entrée qui est précisée sur le bulletin de salaire, eh bien, elle corresponde tout simplement à la date qui est précisée dans le contrat de travail. Sixième étape, et d'ailleurs c'est une étape de vérification que je trouve très judicieuse, vous allez contrôler le numéro de sécurité sociale. Sur les bulletins de salaire, vous avez donc le numéro de sécurité sociale qui apparaît. Ce numéro de sécurité sociale, eh bien, il porte des indications et notamment la date de naissance. La date de naissance, en théorie, vous avez une carte d'identité, on l'a vu, c'est assez difficile à falsifier ou alors c'est rapidement identifiable. À ce moment-là, vous vous débarrassez du dossier. Mais si toutefois vous avez une carte d'identité qui n'est pas falsifiée, vous avez donc une date de naissance qui est authentique. Si vous constatez une incohérence entre les informations qui sont contenues dans le numéro de sécurité sociale du bulletin de salaire et la réalité de la date de naissance, du sexe de la personne ou encore du département de naissance, eh bien effectivement, ce sera un élément en plus pour identifier un faussaire. Septième et dernière étape de vérification d'un bulletin de salaire, eh bien c'est tout simplement la vérification des lignes du bulletin de salaire pour détecter éventuellement des saisies ou bien encore des oppositions sur salaire. Ça, c'est un critère d'exclusion pour la garantie de loyer impayé, donc c'est important de le détecter. Également des lignes entrée-sortie qui signifieraient que le candidat il est en instance de départ. Donc on l'a vu, on a pour le bulletin de salaire qui, je le répète, est un des documents les plus falsifiés, un petit arsenal de mesures, d'outils, d'astuces pour justement détecter les documents qui seraient donc falsifiés. Voyons maintenant comment vérifier un avis d'imposition. Alors au-delà des modifications grossières qui pourraient être effectuées par des logiciels type Photoshop, etc., il faut simplement regarder la cohérence et la concordance des chiffres et également tout simplement rentrer les informations de l'avis d'impôt sur le site impôt.gouv.fr qui propose un outil de vérification. Vous aurez simplement à saisir le numéro fiscal et la référence de l'avis, information qui figure sur l'avis d'imposition qui vous aura été remis par le candidat. Et ensuite de vérifier la concordance entre les informations qui seront délivrées sur le site de vérification du site des impôts et les informations qui figurent sur l'avis d'imposition du candidat. Voilà, maintenant qu'on a évoqué toutes les techniques, tous les moyens qui sont faciles à appliquer pour détecter des faux documents, on va maintenant s'intéresser aux risques
au risque encouru par un falsificateur. Alors, ces risques sont les suivants. Si la personne est simplement poursuivie pour faux et usage de faux, dans ce cas, le délit donc il sera passible de 45 000 € d'amende ainsi que 3 ans d'emprisonnement. Si maintenant le délit, la poursuite, elle concerne un fait d'escroquerie, et bien là, le délit sera passible de 375 000 € d'amende et la peine de 5 ans de prison. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que au vu du contexte actuel, on l'a évoqué en introduction, donc un marché locatif qui est tendu, une difficulté pour beaucoup de personnes d'obtenir des logements, un nombre grandissant de dossiers falsifiés. Et puis effectivement, on a des outils maintenant qui le permettent facilement à n'importe qui de pouvoir falsifier. On a vu qu'il y avait également des sites internet qui permettaient d'offrir ce service de falsification. Donc au vu de tous ces éléments, c'est vrai que quand on est investisseur immobilier, il faut se prémunir, il faut se protéger. Et donc, je vous invite fortement à vérifier vos dossiers avec les outils qu'on a vus, et notamment grâce au guide de Monsieur Hugo. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lire ce guide puisqu'il aborde également d'autres éléments de la vie de bailleur qui sont également très importants. Et je le répète, même si vous optez pour une garantie loyer impayé, pensez quand même à vérifier les dossiers pour être sûr d'être justement indemnisé en cas de loyer impayé. Pour rappel, les lois ne protègent pas forcément les bailleurs. Pour rappel, les procédures d'expulsion sont souvent longues, sont souvent coûteuses, ne sont pas spécialement productives pour un investisseur immobilier. Donc vraiment, je vous invite à prendre le plus de précautions lorsque vous allez contrôler les dossiers de vos locataires. Pour information, sachez que Bruno, qui est le fondateur de Monsieur Hugo, donc qui est le fondateur et l'auteur du guide qui nous a accompagnés pendant cette vidéo, est également administrateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Gestion locative, conseils et astuces pour gérer seul son bien en location. Et donc, je vous invite à rejoindre ce groupe puisque vous pourrez justement échanger sur toutes les contraintes, toutes les astuces qui sont à pratiquer, à opérer lorsqu'on est investisseur immobilier. Et j'ajoute également que Monsieur Hugo propose également des solutions justement pour accompagner les investisseurs, les bailleurs dans leur vie de gestion locative. Et parmi les services qui sont proposés d'ailleurs, il y a un système de vérification des dossiers des locataires. Un dernier mot qui fera office de conclusion, il est évidemment très important de se former à l'investissement, on l'a dit. Mais ne lésinez pas sur votre formation en tant que bailleur. Être bailleur, c'est avoir des obligations, notamment juridiques. Et il existe des supports, des livres, des groupes Facebook qui vont vous permettre justement de prendre en considération cette dimension juridique, cette dimension de gestionnaire d'appartements, de maisons, etc. Votre vie d'investisseur, elle ne se résume pas simplement à la maîtrise de la SCI, du LMNP, etc. Il est vraiment primordial de maîtriser les éléments d'une vie de bailleur. Vie de bailleur qui va accompagner votre quotidien les 30, 40, 50, peut-être plus prochaines années. Merci à tous, merci pour votre soutien, à très bientôt.